Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année, je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être, ma foi, assez intéressant. Je te préviens, tu vas avoir besoin d'un papier et d'un crayon pour prendre des notes, OK? Parce que ça va être hyper important, hyper pertinent pour ton enrichissement. Vous le savez, je me suis bâti un demi-million de valeur nette. Je commence toujours mes épisodes comme ça parce que je veux vous montrer le sérieux de ma démarche et ce que j'ai été capable d'accomplir moi-même. Mais sachez que cette valeur nette que j'ai réussi à me bâtir avec pas grand-chose, c'est en autogestion. Et là, je le sais que ça vous fait poser beaucoup de questions, ça. Quand on parle d'investissement, quand on parle de placement, c'est quoi ça, l'autogestion? C'est-tu mieux d'être autogéré? Est-ce que c'est mieux de faire ça soi-même, dans le fond, ou c'est mieux de faire affaire avec un conseiller financier? C'est quelque chose, en fait, qui vous mélange beaucoup, puis c'est tous des concepts qu'on va venir éclaircir aujourd'hui. Je vais avoir avec moi une invitée qui va se prêter au jeu, qui a accepté en toute humilité, vulnérabilité, en fait, d'avoir un petit combat amical, parce que elle est conseillère en sécurité financière, mais moi, je prône l'autogestion. Fait que ça va être intéressant de voir les pour et les contre, puis nous, en fait, on a une mission commune, hein? C'est l'enrichissement des gens. Tu sais, moi, c'est surtout les femmes, là, mais au final, c'est ça, notre mission. Ça fait 13 ans que j'accompagne les entrepreneurs dans toutes leurs tâches comptables, administratives. Mais mon but, là, c'est de vous dégager le plus de profit possible, que ce soit dans votre budget personnel ou que ce soit à travers votre entreprise. Moi, je veux que tu aies le plus gros chunk de profit à la fin de ton année. Puis après ça, tu me dis, c'est bien beau, Myriam, mais je fais quoi avec tous ces profits-là? Comment je les place? Je les investis où? Est-ce que j'investis moi-même ou je fais affaire avec un conseiller? Là, ça, c'est quelque chose que vous me dites souvent, hein? Tu sais, Myriam, moi, par le passé, j'ai été flouée, j'ai fait confiance à une personne, puis je me suis fait avoir. Les femmes, c'est-tu vrai qu'on n'est pas bonnes pour investir? Fait que c'est toutes des choses qu'on va venir démystifier aujourd'hui. Bienvenue à votre podcast préféré, Millionnaire en yoga pants. Attache ta couette parce que ça va être très pertinent aujourd'hui. Bienvenue Geneviève, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Fait que là, la caméra, c'est là. La caméra, là. Fait que moi, si je te dis autogestion, là, t'as pas le goût de m'arracher la face? Non, ça va aller. Ça va aller? Ta face est trop jolie. OK. On va la laisser où elle est en ce moment. Mais pour vrai, je trouve ça le fun de t'avoir trouvé, puis je suis contente de te présenter aujourd'hui parce que premièrement, je t'aurais pas invité si tu saurais pas de quoi tu parles, tu sais. Fait que je trouve que t'es super bonne. T'acceptes aussi le fait que, tu sais, on va en rediscuter, mais moi, je prône beaucoup l'autogestion, tu sais. Puis souvent, quand je dis ça, puis que je parle avec des conseillers, je dis conseiller, mais tu vas dire ton titre puis tout, là, mais souvent, ils maïssent. Mais toi, c'est pas ton cas. Fait que merci d'avoir accepté d'être là puis d'ouvrir la discussion parce que dans le fond, on a une mission commune qui est d'enrichir le monde tout court, là, tu sais. Oui. Fait que si tu veux te présenter, dire ton titre puis toute la patente.
Bonjour, je m'appelle Geneviève Ducharme, je suis conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective. Bon, puis ça mange quoi en hiver, ça, là? C'est quoi, ça, une conseillère en sécurité financière? Conseillère en sécurité financière, c'est vraiment aider les gens de se rendre du point A au point B. Parce que souvent, on dit souvent que les gens ne planifient pas un échec, ils oublient simplement de planifier. Donc, je suis là pour prévenir ça parce que les statistiques ne manquent pas. Que ce soit investissement, assurance vie ou pour la retraite, les statistiques souvent sont pas très reluisantes en ce moment. Ah ouais, pour les placements, tu veux dire? Placement aussi, l'endettement. Oui, l'endettement, Ouais. j'ai talonné sur l'endettement cette saison-ci, là, tu verras ça dans un prochain épisode, mais tu sais, je trouve ça le fun aujourd'hui qu'on puisse démystifier tout ça parce que pour le commun des mortels, tu sais, nous autres, on baigne là-dedans à longueur de journée, là, fait que mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, c'est quoi la différence entre la planification financière ou, tu sais, moi, je dis conseiller financier, mais ça n'existe pas comme terme, sachez-le, là, c'est juste un terme général, mais tu sais, t'as les conseillers en sécurité financière comme toi. Oui. Après ça, t'as les gestionnaires de patrimoine. Après ça, t'as les permis de plein exercice. Tu sais, c'est quoi les différentes strates, mettons? C'est facile de se perdre là-dedans. Ben, c'est ça. Oui. C'est vraiment le conseiller en sécurité financière va être capable de vendre conseiller. On va y aller avec un meilleur terme, va conseiller au niveau de l'assurance vie et des fonds distincts. Le représentant en épargne collective va être capable de conseiller au niveau des fonds communs de placement, qu'on appelle souvent les fonds mutuels. OK. Mais tu sais, tu l'as dit quand même, dans le fond, la différence aussi entre nous deux, parce que souvent, moi, les gens viennent me voir, parce que je parle beaucoup de placement, tu sais, le but, c'est de s'enrichir, mais je suis beaucoup en autogestion, mais moi, je vends pas de placement, là. Sachez-le, j'ai pas de permis. Moi, mon expertise, c'est la comptabilité d'entreprise ou sinon, ben c'est votre budget personnel, tu sais, qu'on peut travailler ensemble. À l'inverse, où toi, tu as accès à des placements. Dans le fond, toi, tu vends des placements, mais en fait, tu conseilles les gens. Mais tu sais, ton rôle, en fait, ça touche pas à la comptabilité, toi, au contraire. Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est pas... J'en connais un peu, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'aurais plus tendance à les rediriger vers toi, qui a vraiment des années en arrière de la cravate et qui connaît beaucoup plus d'astuces que moi. C'est vraiment d'être habilité à vendre les produits. C'est pas tout le monde. C'est parce qu'on va en parler tantôt, c'est savoir si quelqu'un est compétent au niveau des permis ou quoi que ce soit. Tu peux aller sur l'AMF. OK. Puis mettre le numéro de solution. Ben, ça les rend pas compétents, mais la première étape... c'est d'aller vérifier si la personne a vraiment des permis. Ouais, ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit ça. Hey, salut Myriam, tu parles beaucoup de placement, mais t'es pas inscrite sur l'AMF. Je suis comme, ben non, je suis pas inscrite à l'AMF. Je suis pas conseillère en sécurité financière. Mais on rit, mais tu sais, c'est comme un médecin, tu sais, un médecin, ben, il est pas cancérologue, il est pas podiatre, il est pas, tu sais, c'est un médecin va avoir des spécialités, tout comme nous, tu sais, t'as la technicienne comptable qui va jouer dans la comptabilité. Après ça, t'as les CPA. Les CPA, c'est vraiment plus quand tu as besoin d'état financier pour ton entreprise. Après ça, ben fiscaliste, c'est quand vraiment tu es rendu à un stade d'optimisation fiscale, là, genre des revenus à l'international ou plus que 500 000 de chiffre d'affaires. Mais tu sais, c'est que là, les gens, ils confondent, tu sais, les rôles. Fait que je trouvais ça important de commencer par ça. Là. Mais tu sais, c'est vrai que ça prend-tu 1 million pour aller te voir? Comme quand est-ce qu'on fait appel à un conseiller? Tu peux commencer, même souvent on parle à 18 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on est majeur, donc on peut placer, mais tu peux même commencer avant avec tes parents ouvrent un compte à ton nom et pas qui endosse, là, mais qui co-signe. C'est vraiment pas le bon terme, mais on se comprend. On peut commencer les REE, c'est un bon exemple. Ouais, exact. Tu commences de zéro, t'es bébé, c'est un parfait moment. Le plus tôt tu commences, le mieux est. Et tu peux avoir 0 ou 100 000 ou 250 000 ou 1 million et tu vas avoir le même traitement avec moi au niveau des techniques, des stratégies, de l'information que tu vas avoir parce que l'éducation, c'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a fait, c'est mon cheval de bataille. Il y a tellement d'ignorance, mais c'est pas parce qu'on veut être ignorant, on est à l'ère de l'information, fait qu'il y en a trop. On ne sait plus où aller, on ne sait pas à qui se fier. Exact. Mais quand tu as des sources neutres, des principes de base qui sont universels, c'est dur de gagner à la game de l'argent quand tu connais pas les règles. Oui, tout à fait. Puis toi, dans le fond, tu dis des REE, mais comme c'est qui ta clientèle, mettons, c'est qui tu sers? C'est vraiment la classe moyenne, qui est celle qui est le moins desservie, que souvent c'est celle qui a le moins de placement, parce que quand tu as des revenus plus bas, tu as tous les programmes sociaux qui vont venir t'aider. Et quand tu as de l'argent, on déroule le tapis rouge, mais il reste tous ceux au milieu qui conviennent pas à aucune de ces deux catégories-là, qui sont un peu laissés à leur compte. C'est ces gens-là que je veux aider.
Ben c'est ça, parce que, tu sais, pour faire une petite distinction aussi, mon conjoint, il est gestionnaire de patrimoine, mais tu peux pas aller le voir, tu peux pas prendre rendez-vous à la caisse avec un gestionnaire de patrimoine si t'as pas comme au moins 50 000 à placer. Puis là, souvent, ça y va comme... Après ça, tu fais affaire avec signature pour... en tout cas, je sais pas le terme exact, tu sais, quand t'as des 100 000 et plus à investir, etc. Mais toi, ça prend pas de minimum comme tel pour aller le voir? Ben, en fait, oui. 25$ par mois. Ah, ben c'est... On peut pas ouvrir un pack mensuel à moins de 25. Bon, ben c'est quand même un bon départ, c'est quand même, je veux dire, dans l'abordable. Là, puis, tu sais, c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes clientes, c'est que souvent, les gens pensent que 1 million, ça se bâtit à coût de 100 000. Pas pantoute, là. Non, faut juste commencer. C'est ça. Fait que, tu sais, ne serait-ce qu'un petit 25$ par mois peut faire toute une différence sur 30 ans, là, tu sais. Oui. Moi, j'ai commencé à mettre un petit exemple rapide. Moi, je mettais 25$ par mois quand j'étais à l'université parce que j'avais pas plus. J'avais trop d'autres dépenses, mais j'avais 50$ de lousse, puis j'en mettais 25 dans mon CELI à ce moment-là. Et quand j'ai terminé l'université, j'ai augmenté à 50. Ça a l'air peut-être de rien. Ça fait un 10-15 ans, mais avec ça, j'ai 15 000 aujourd'hui là-dedans que je n'aurais pas si j'avais pas mis ce 25$ par mois. Ah ouais. Ben vraiment. Puis, tu sais, comme après ça, c'est que ça te crée une habitude. Oui. Tu sais, ça te crée un petit budget que tu le sais, que tu gardes pour ton toi de futur. Oui, ben c'est aussi quand c'est automatisé, on parlait de l'autogestion. C'est un petit peu l'annoncer. Moi, j'ai toujours un peu loin des yeux, loin du cœur. Quand tu es habitué de le mettre, ça se fait tout seul. Puis tu y penses même plus. C'est même plus dans ton budget à dépenser, il est juste ailleurs. Mm-hmm. C'est magique. Moi, j'adore ça. Oui, d'automatiser, en effet, ça serait des petites astuces. On va parler des astuces tout à l'heure, mais juste pour encore peut-être plus éclaircir, tu sais, toi, t'es pas affilié à une banque? Non. C'est conseillère indépendant. Souvent, dans les banques, ils vont avoir des produits à pousser, ils ont des quotas à faire, ils ont des objectifs d'investissement à rencontrer. Moi, que je fasse 0 ou 100 clients en un mois, il y a personne qui va venir me pousser dans le dos, qui va venir m'achaler pour dire « Hey, t'as pas fait 50 personnes ce mois-ci. » Ça enlève beaucoup de pression. Puis c'est aussi que quand tu vas rencontrer les gens, tu les vois pas comme un chèque de paye. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait les avantages d'une banque, c'est que tu sais, t'es servi à la même place ou tu sais, dans le fond, le conseiller qui est dans une banque, il n'y a pas nécessairement à construire une clientèle, quoi. C'est quoi la différence, mettons, entre toi puis à part, oui, que t'es plus indépendante, mais lui, il y a des quotas à remplir, il est obligé de vendre des produits qui sont pas nécessairement à l'avantage de la personne. Quand t'as de la pression, c'est des bonnes personnes qui travaillent dans les banques, dans les caisses, mais souvent, quand t'as un produit à pousser, c'est si tu rencontres pas ton quota, ça se peut que tu te fasses mettre dehors. Fait qu'il y a le conflit d'intérêt à ce niveau-là. Puis ça leur enlève rien parce qu'ils ont souvent le cœur à bonne place, mais ils ont la pression de l'autre côté aussi. De ne pas avoir ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi et c'est une des raisons pourquoi je ne travaillerai jamais pour une banque, ce volet-là. Je te comprends parce que pour moi aussi, l'indépendance, c'est important, mais justement, ce que j'aime aussi, tu sais, c'est que toi, si je vais te voir pour des placements, ben t'es pas obligé de me pousser, mettons, les produits des jardins ou les produits Banque nationale. C'est dans le fond, c'est quoi? C'est que chaque banque a leurs produits, puis toi, t'as accès à tout comme? On va pas nécessairement avec les banques, mais on a des partenaires. On est un peu le broker des finances. C'est pas nécessairement le bon terme, mais on a beaucoup. Je sais pas si tu connais AGF, American Growth Fund. C'est une des plus anciennes compagnies d'investissement au Canada. Et on a un partenaire vraiment choyé avec eux parce qu'on a un gros chiffre d'affaires, on se le cachera pas. Donc, on a un excellent service à la clientèle, excellent service au niveau des agents et on a vraiment une relation privilégiée avec eux. Ça, c'est un de nos partenaires, mais on en a d'autres aussi. Donc, il y a aussi Mackenzie, qui est une autre firme de placement, qu'on a privilégié pour ce qui est le REI, qui est un peu comme un REER, mais pour invalidité, qui est un autre produit méconnu. On ne rentrera pas dans les détails, mais qui est très, très intéressant. Fait que toi, dans le fond, comme tu dis, ce que tu vois comme bénéfice, tu sais, d'avoir ton titre, c'est que tu as accès un peu à plein de produits de plein de places, puis tu y vas vraiment comme... Selon ce qui est mieux pour la personne. Si tu fais son plan de match, selon le point A au point B, ses objectifs, ses rêves, puis après ça, c'est voici ce que j'ai à t'offrir.
Est-ce que t'aimes ça? Mais ton désavantage, c'est que, il faut que tu bâtisses toi-même ta clientèle. Oui, ta visibilité. Oui, voilà. Les gens viennent pas cogner à ma porte, c'est voici 1 million, veux-tu le placer? Ça fonctionne pas comme ça, et c'est correct. Mais oui, c'est faut aller les chercher, il faut les trouver. Quand j'arrive à montrer ce que je fais chez les clients quand je vais à la table de cuisine, c'est vraiment... Ça parle d'elle-même. Puis, de base, ça serait quoi tes inconvénients? Tu sais, mettons, ton titre, tu l'as pour être capable de vendre, en tout cas, d'aider les gens avec certains produits. Mais tu sais, tes limitations, ça s'arrête où, mettons? C'est quoi que t'as pas le droit de faire? Il y en a quand même plusieurs. Je pourrais aller toutes les chercher, mais à un moment donné, il faut concentrer son attention à un focus à quelque part. Les fonds négociés en bourse, on va en parler un petit peu plus tard, qui est quelque chose de vraiment très bien, mais en tant que conseiller, je n'ai pas le permis pour le suggérer aux clients. Ça, c'en est un. C'en est un, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as accès à beaucoup, mais il y a des choses encore là que même... Parce que, tu sais, c'est très régi, hein, sachez-le, là. Tu sais, l'autorité des marchés financiers, je veux dire, ça niaise pas avec la POC. Tu sais, c'est surveillé, il faut que tu aies des permis. Tu sais, même moi, je me décharge tout le temps. Tu sais, comme, ce que je dis, c'est mon opinion, c'est basé sur mes expériences, mais ce n'est pas des conseils financiers. Tu sais, il faut que tu aies vraiment un permis pour ça, là, puis c'est surveillé, là. Oui. Tu sais, fait que ça l'engage à quoi, justement? Ça a été quoi ta démarche pour avoir ces permis-là? On a des examens à passer à l'autorité des marchés financiers. Ensuite, on a un stage à compléter de 3 mois. Et ensuite, on peut aller chez les clients par nous-mêmes. Avant, il faut être accompagné, mais c'est vraiment, on a des unités de formation continue à faire. C'est 10 par permis par année, dans certaines catégories, dépendamment de la formation. Mais ça, tu ne complètes pas ça, tu ne peux pas renouveler tes permis. Bravo quand même, parce que c'est une belle spécification, puis ça joue dans des tales que moi, je peux pas aller. T'sais, moi, je peux parler de ce que je fais, je peux parler de l'autogestion, je peux faire des références, mais je peux pas aller placer des produits, justement, parce que ça prend un permis, puis c'est réglementé, là, parce que, tu sais, moi, dans le fond, je travaille la comptabilité de mes clients, je travaille beaucoup les budgets, puis mon but, c'est que les gens, y en aient le plus possible de lousse à investir, tu sais. Oui, mais là, comme ma limite est là, mais après ça, quand j'arrive pour leur dire, va voir telle personne, j'ai personne à conseiller, sauf toi maintenant, fait que je suis vraiment contente parce que, tu sais, je trouve que on s'est jasé déjà une couple de fois, là, fait que, tu sais, je le sais que t'es super bonne, pour vrai, t'as des vraiment bons réflexes, mais tu sais, souvent, les gens, ce qu'ils me disent, puis surtout les femmes, c'est que sont insécures parce qu'à un moment donné, elles se sentent pas assez sécures ou connaissantes pour investir par elles-mêmes, tu sais, ce qui est correct. Mais après ça, OK, mais vers qui je me tourne? Ça serait quoi, mettons, tes conseils ou tes astuces pour trouver le bon conseiller pour toi? Tu sais, mettons, j'ai un premier appel avec toi, là. Mais de quoi faut que je m'assure pour m'assurer que tu vas bien me conseiller, tu sais? Oui, la première chose que je dis tout le temps, je sais que je pense que c'est pas la majorité des gens qui vont valider, mais vous pouvez aller sur le site de l'AMF, en fait, parce qu'on a tous un numéro de solution qui est rattaché à notre permis. Donc, en tapant le nom de la personne que vous rencontrez, premièrement, c'est très important de s'assurer qu'elle a ses permis dans ce que vous avez besoin, qu'elle ne vous fait pas juste vendre n'importe quoi. Mais non. De toute façon, si tu n'as pas de permis, tu peux pas vraiment vendre de toute façon, mais de s'assurer que la personne a au moins les compétences de base. Parce que tu peux avoir les permis sans être nécessairement extrêmement compétent, mais au moins, il y a une base. Donc, ça, c'est le registre de l'AMF, profil individu. Si vous tapez ça, c'est vraiment, ça sort tout de suite, premier lien. Vous tapez le nom de la personne et son numéro de solution devrait sortir. S'il ne sort pas, posez-vous des questions. Ça, c'est le premier point. Un autre point aussi, c'est faut que ça clique. Ça a l'air un peu niaiseux dit comme ça, mais la personne pourrait être la plus compétente, mais si tu le files pas, des finances, c'est très terre à terre, mais c'est aussi émotif. Donc, il faut qu'il y ait un lien de confiance. Puis le lien de confiance, c'est ça se ressent. Ça clique ou ça clique pas. Si ça clique pas, c'est pas nécessairement contre la personne. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le. Parce qu'il y en a des fois, ils vont aller de l'avant quand même. Puis c'est à court, moyen, long terme, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Un autre point important, c'est vraiment la rémunération. Si vous posez la question à la personne qui vient vous voir et que vous lui demandez comment t'es payé, puis que la personne ne veut pas vous en parler, red flag. Ah ouais? T'as déjà vu ça? Oui.
Le conseiller qui veut pas dire c'est quoi ça... Pas personnellement, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est vraiment... On en voit moins maintenant, mais des fois, tu sais, quand t'es des compétitions... Peut-être pas compétitionneurs, mais quand t'es des opponents, là, je cherche mes mots en français, compétiteurs, merci, qui disaient des choses aux clients. On disait tout le temps aux clients, demande-lui qu'il te mette ça par écrit puis qu'il signe. Puis souvent, ça finissait là. Parce que si c'est écrit et signé, ça peut être une infraction au code de déontologie ou des choses comme ça. Et la rémunération, je dis pas c'est au niveau du code de déontologie, mais si vous posez des questions au niveau de la rémunération et que la personne ne veut pas vous le dire, il y a quelque chose. Parce que moi, quelqu'un me demande comment t'es payé, voici tac, tac, tac. Puis il y a aucune cachette à faire parce c'est vraiment de la philosophie de plus le client fait d'argent, plus on est payé. Il y a aucune honte là-dedans, c'est merveilleux. C'est la meilleure relation que tu peux pas avoir, je trouve. Ouais, parce que comme si tu donnes pas de résultats à tes clients, t'as pas de paye. Non, mais c'est ça, c'est versus, mettons, quelqu'un dans une banque qui va être payé à l'heure. Souvent, des fois, ils vont avoir des bonus et des choses comme ça, mais moi, si je fais pas une bonne job, j'ai pas de paye. Moi, je trouve que c'est win-win. J'aime ça. Il y en a beaucoup non plus qui la posent pas nécessairement, mais quand tu demandes la question « Pourquoi tu fais ça? » Moi, quelqu'un me la pose, c'est « À 18 ans, on m'a montré une règle qu'on va parler plus tard et je ne comprenais pas pourquoi on ne montrait pas ça dans les écoles. J'étais outrée du haut de mes 18 ans. » Ouais, c'est ça. J'étais comme, je vais aller en parler à tout le monde. Puis ça, c'est mon amour pour les finances est parti de là. Donc, si tu demandes pourquoi tu fais ça, il y a une injustice. La classe moyenne est en train de disparaître parce qu'elle a trop de pression. Il y a quelque chose à faire. Il n'est pas encore trop tard. Ben oui, c'est quelque chose que j'aime de toi, honnêtement, que j'ai décelé quand même assez rapidement, là. Tu sais, t'es comme animé par une mission comme moi, un peu, là. Ouais. Tu sais, fait que, OK, oui, les finances, c'est payant. Bon, la comptabilité, c'est payant, c'est des domaines payants, mais je veux dire, on est animé par quelque chose de plus... Ouais. Mais la paye est un peu le résultat de tout ce que tu fais. C'est comme, c'est pas... Tu fais pas ça pour l'argent, mais quand tu fais ça pour les bonnes choses, l'argent va suivre. Mais les finances, c'est un domaine très payant, on se le cachera pas. Fait que tu vas le voir, je pense, hein, quand un conseiller... Tu sais, je dis conseiller là, pour rassembler tous les titres, mais même chose, hein, tu sais, un comptable, un médecin, un avocat, tu sais, tu le sens, tu le vois là, quand tu rencontres ces gens-là, tu sais, est-ce qu'ils prennent la peine de te jaser comme faux? Ils prennent-tu la peine de connaître ta situation? Ou sont comme, ah non, on signe là, puis tu sais... ça peut pas être un clic là, dans ce temps-là. Fait qu'il y a comme une bienveillance aussi, je trouve, dans nos domaines de comme... Oui. Ben, c'est pour ça que l'AMF garde un œil très, très serré. On va se souvenir de Vincent Lacroix. Il y en a tellement pour vrai, puis je comprends les gens d'être méfiants. Ça vient de là aussi un peu mon principe d'autogestion. C'est que j'ai peur, c'est sûr, moi aussi, de me faire avoir ou, tu sais, de faire affaire avec quelqu'un. On a entendu parler, là, tu sais, puis il y a des documentaires Netflix, là, le loup de Wall Street, Bernie Madoff, en tout cas, puis Vincent Lacroix. Madoff, en tout cas, bref. Je pense que c'est pas son nom. Mais, tu sais, tous des bandits qui ont volé le monde, puis les gens, soit qu'ils l'ont vécu, tu sais, des femmes qui ont été plus vulnérables, qui l'ont vécu, ou ils ont entendu un ami à qui c'est arrivé, tu sais, fait on dirait qu'on est en mode protection, mais je trouve que tu donnes des bons trucs quand même pour... J'espère. Identifier, tu sais, quelqu'un qui va être bon puis bienveillant avec toi, là, c'est comme la base, là. C'est aussi, si tu te rends jusque-là, puis qu'on dit tout le temps, si le conseiller te demande « Ah, fais-moi un chèque à mon nom », on l'a appris avec Vincent Lacroix, là, ça passe plus, ces affaires-là. Si tu ne peux pas, je pourrais pas faire « Ah, fais un chèque à mon nom ». Non, le chèque va être à telle compagnie pour tel placement. Ça sera jamais au nom du conseiller, jamais. Ah mon Dieu, c'est déjà arrivé ça? De monde qui font des chèques au nom? Moins depuis Vincent Lacroix, c'est comme ça l'a passé. Il faisait des chèques à son nom. Là, l'AMF, comme... Hein? Tout le monde en a entendu parler. Il y a des lois maintenant pour ça, donc ça passe plus. Mais il y en a des fois. Moins. Ouais. Mais ça peut... Vous nous direz ça dans les commentaires, là, les histoires que vous avez entendues d'arnaquage. Mais sachez qu'il y a des belles histoires aussi, là, tu sais... Moi, je veux dire, il y a des clientes que c'est en comptabilité, là, tu sais, je les accompagne depuis 2-3 ans, tu sais, puis ça fait tellement des belles relations avec nos clients. On devient tellement intime, hein. Tu sais, comme moi, je dis souvent, je suis une gynécologue des chiffres. J'aurais pas vu ça. Médecin généraliste. Moi, je vais laisser la gynécologie. Non, mais regarde, tu y écartilles, tu vois tout. Mais c'est ça pareil. Mais tu sais, c'est parce que je trouve que ça devient
intime. Oui. Parce que les gens vont te confier des choses. Puis tu sais, des fois, là, bon, les réseaux sociaux, puis là, tu sais, tu te donnes un air, en fait, de ce que t'es peut-être ou que t'es pas. Mais quand on rentre dans les chiffres, ça peut pas mentir, là. Non. C'est comme, baisse tes culottes, c'est ça qui est ça, là. Tu sais, fait que je trouve que c'est un peu la même chose. C'est intime, c'est comme l'intimité, tu sais, c'est des fois de la honte. Tu sais, comme tu dis, il y a plein d'émotions reliées à l'argent, aux chiffres. Fait que c'est comme des relations à construire, de confiance aussi, là, puis de... Quand on est là pour 15, 20, 30 ans. Ah ouais, hein? T'es là jusqu'à la fin. C'est ça. Ouais. Toi, c'est des relations long terme là, que tu veux. Oui. Tu veux pas des one-shot deals. On veut pas des one night. Ouais, non, c'est ça. C'est pareil, la même affaire. Si je te demande, qu'est-ce que tu penses de l'autogestion? Ben, j'aime ça. Oui? Toi-même, t'es autogéré? Je gère mes placements parce que j'ai les permis pour les gérer. Oups, j'ai le micro. Mais c'est pas tout le monde qui a la discipline de le faire, mais ce n'est pas mauvais. Mais ça dépend pour qui. Mm-hmm. Fait que moi, c'est quelque chose... Oui, si les gens sont à l'aise de se gérer, de prendre certaines choses en main et de le faire par eux-mêmes sans attendre qu'il y en ait un qui pousse en arrière, parce qu'un conseiller financier, c'est quand même ça. Je t'appelle une fois par année pour mettre tes finances à jour et peut-être plus. Mais si t'as pas ça, faut que tu le fasses toi-même. Donc, l'autogestion peut être bon si t'es bon là-dedans. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu me montres quoi faire, je vais le faire, je me gère, j'ai toujours été comme ça. Mais j'ai aussi conscience que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, moi, souvent, quand j'en parle, on dirait... Ouais. Comme il y a des conseillers, là, tu sais, je nommerai pas des bannières, là, mais il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Puis là, quand je parle d'autogestion, là, ça se défoule dans les commentaires. Puis là, je suis juste comme, hey, moi, tout ce que je veux, en fait, là, c'est voici ce qu'il y en est. Autogestion. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Quand tu fais affaire avec un conseiller, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon? Puis à partir de là, tu as des meilleures connaissances pour faire comme « Ah, ben sais-tu, moi, ça me parle beaucoup plus un conseiller, je veux me faire guider. Let's go, voici la solution. » Vous appelez Geneviève. Puis quand vous êtes plus en mode autogestion, ben là, ben tu viens me suivre. Puis tu sais, tu commences à lire. Mais tu sais, c'est sûr que l'autogestion, ça vient avec s'éduquer. Tu peux pas t'en aller là-dedans comme un petit clin que c'est comme tu t'en vas chauffer ton premier 10 roues, pas de permis, là, ça marche pas là, tu rentres dans un mur. tu vas rentrer dans un mur. Non, ça peut faire mal. Fait que moi ce que je dirais, mettons, les choses à valider si tu veux t'autogérer, ben premièrement, es-tu prête à lire là? Parce que moi, je veux dire, ça fait 10 ans que je lis non-stop à tous les jours. Je m'abonne à des infolettes, je m'abonne à des plateformes, je m'abonne à... Genre, je vais aller lire du Warren Buffett, je vais, tu sais, m'abonner, mettons, à La Presse, Nicolas Bérubé, c'est super bon, tout ce qu'il écrit. Fait que c'est juste de t'informer puis de gober l'information. Mais tu sais, es-tu prête à faire ça? Si c'est non, appelle Geneviève. Après ça... Si t'aimes pas lire, il y a les livres audio. Ah oui, c'est bon, ça! C'est pas une excuse. Ouais, c'est bon. Sinon, je te dirais, une des grosses erreurs que moi, je vois, puis quand le monde il me dit ça, je suis comme, oh! Le stock picking. Est-ce que tu voudrais éclaircir c'est quoi? Tu connais-tu l'appellation? C'est que dans le fond, le stock picking, là, c'est de faire la gaffe, de dire, ah ben moi, j'aime Apple, fait que je mets tout mon argent dans Apple. Okay, c'est ce que j'avais en tête. Fait que tu conseillerais-tu ça? Non. On met jamais toutes ses œufs dans le même panier. Exactement. Fait que là, c'est là aussi qui embarque, moi, je trouve, la force de l'autogestion. Tu sais, comme tantôt, tu disais, toi, t'as pas accès aux fonds négociés en bourse. Ou ça prend, mettons, quelqu'un qui a un permis de plein exercice. Je pourrais en prendre pour moi-même, mais je ne peux pas les conseiller. C'est ça. Tandis que l'autogestion, genre, c'est les FNB, là, c'est les fonds négociés en bourse, parce que c'est là qui est la manne, là, si je peux dire. Puis t'économises les frais de gestion. T'sais, évidemment, tu te gères toi-même, fait que bon, tu payes pas le frais de gestion de quelqu'un qui te guide et qui te conseille. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu investis dans un secteur, tu investis dans un pays ou tu investis à l'international dans des fonds qui regroupent plusieurs items et non un item. C'est comme ça là, qu'il arrive les Nortel. Quand tu mets tout ton argent dans la même place, t'es sujet à faillite, t'es sujet à, tu sais, Lion électrique. À beaucoup de risques. C'est ça. Fait que, bon, moi, j'ai tout mis ma retraite dans Lion électrique. Mais guess what? Ça a fait faillite. Fait que t'es faite. Après ça, quoi d'autre? J'ai mis tout mon argent dans Nortel. Ça, on le sait, au Québec, ça a marqué les esprits. Tu sais, fait que s'il y a une chose à retenir, là, jamais de stock picking. Après ça, je trouve que c'est de se connaître. Hein? Tu sais, comme quand tu dis, c'est pas fait pour tout le monde.
tu sais, là, si t'es une bébite nerveuse, si, toi, là, les montagnes russes, là, genre, hey, j'ai fait 30%, j'ai perdu 30%, j'ai fait... Oui. Genre, tu peux pas aller en autogestion, tu sais. Fait que c'est de te connaître, c'est d'avoir les connaissances pour faire comme, ah, OK, c'est super bon, parfait, je panique pas, je vends pas, ah, ça descend, oh, c'est la saison des rabais. Tu sais, faut que tu connaisses le marché puis que t'aies pas mal au cœur quand ça fait ça, tu sais. Après ça, je dirais, ben c'est juste de t'entourer, d'automatiser. Tantôt, t'en as parlé. Oui. Mais en autogestion ou avec un conseiller, ben automatise. Il y a de l'automatisation. Ben ouais, pour que ça soit comme un paiement qui passe sous le radar, un peu comme un abonnement que tu te rends pas trop compte, mais qui t'enrichit au lieu de t'appauvrir. Le Netflix de l'enrichissement, ben c'est d'automatiser, tu sais. Fait que ça, c'est possible avec toi, t'en fais, l'automatisation? Ben, en fait, c'est un peu n'importe quel conseiller. Une fois que le placement est placé, puis qu'on choisit la fréquence, c'est en guillemets de l'automatisation. Ça vient là, il faut juste se rendre jusqu'à le faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'aime, mettons, c'est que j'adore la plateforme Wealthsimple, qui est une plateforme de courtage en ligne. Là. Fait que tu peux aller créer un compte là-dessus. Là. Tu sais, je mettrai les accès dans les commentaires, mais c'est que tu peux faire, mettons, ben moi, à chaque semaine, je mets 100$, je mets 50$ ou 25$ de manière automatique, là, qui est transférée, mettons, dans ton CELI. Puis là, ben selon les fonds que tu achètes, mettons, moi, j'ai un fonds à dividendes, mais qui me donne des dividendes à tous les mois. Je clique sur un piton, puis ça réinvestit mes dividendes automatiquement. Fait que je le vois même pas passer, puis mon placement, il grossit. Fait que, tu sais... On fait ça aussi. C'est ça? Fait que c'est des... ça. Ouais, bon, fait que autogestion ou pas, ben c'est à faire, tu sais. C'est à faire. Puis sinon, si t'es pas accompagné, parce que toi, j'imagine, tu fais des révisions avec tes clients? Habituellement, c'est annuel, mais ça peut être... En fait, on dit souvent, c'est s'il y a un gros événement qui arrive dans ta vie, appelle ton conseiller. Ouais. Peu importe quoi. Ouais, c'est ça. Ben c'est sûr que ça peut être pratique pour beaucoup de gens de faire comme... Hey, là, qu'est-ce qui arrive avec les élections de Trump, puis la taxe, puis là, tout va planter. Mais tu sais, si t'es pas ferré, puis si t'es pas prêt à aller lire et à t'éduquer, c'est le fun d'avoir un numéro de téléphone de quelqu'un à qui te fier, mais sinon... On gère beaucoup les émotions. On gère les placements, mais on gère beaucoup des émotions. C'est ça, exactement, parce que c'est l'ennemi numéro 1 des placements, hein, c'est être émotif, puis vendre en panique, puis tu t'auto-tires dans le pied quand tu fais ça, tu sais, mais c'est de se réviser. Fait que si t'es pas accompagné pour le faire, ben il faut que tu sois prête à comme, à chaque 6 mois, à chaque 1 an minimum, de faire comme, bon, ce placement-là, c'est toujours pertinent, tu sais, de connaître ton horizon de placement, toutes ces choses-là, là, tu sais, fait que c'est sûr que... Faut pas changer. Non. Pour changer, c'est la pire affaire. Je pense qu'il y avait un article qui disait à un moment donné que ils ont remarqué que les comptes de clients qui étaient le plus rentables, c'est parce qu'ils étaient morts. Les plus rentables sont morts parce qu'ils changent pas. Parce qu'ils changent pas. Ouais. Fait que c'est un bon exemple. Ben, c'est ça, tu sais. C'est de comprendre la game, là, finalement. Mais c'est sûr que quand t'as quelqu'un qui te donne un coup de pouce, puis que... Tu sais, moi, c'est parce que je suis une bibite autodidacte, là. Je suis une bibite qui va aller lire. Puis des fois, je fais l'erreur de me dire comment, ben, c'est facile pour tout le monde, mais... Ouais. C'est un peu comme ça. Ben, c'est pas le cas de tout le monde, tu sais. On en connaît tous, là, du monde. Tu sais, même, je pense, ma propre mère, tu sais, c'est une bébite nerveuse, puis elle a besoin de quelqu'un à appeler. Puis c'est correct, tu sais. Fait que le but, c'est juste de vous faire connaître les options. Puis un coup que tu connais les options, ben là, tu fais tes choix. Mais moi, ce qui me choque avec l'autogestion, c'est que souvent, quand j'en parle à des femmes, ils sont comme, hein, je savais même pas que ça se pouvait, tu sais. Oui. Bon, ben là, tu le sais. Fait que tu pourras faire des meilleurs choix. T'sais, une fois que tu as l'information, tu es capable de prendre des décisions. Mais il faut juste que tu aies l'information. Ensuite de ça, je te dis, hey, optimise mes choses. Là, comme c'est quoi que tu es en mesure d'optimiser, mettons, pour un client? Les placements. Parce que quand on envoie des fois à du 0.9, à du 3, à du 4. C'est sûr, ça dépend de l'horizon de placement. Donc, si on peut commencer avec ça, c'est vraiment ton objectif, est-ce qu'il est court, moyen ou long terme? Ça, c'est la première chose à déterminer. Et tu peux en avoir plusieurs dans ces catégories-là. La retraite est clairement long terme, mais si tu veux une maison, ben c'est peut-être 5 ans. Fait que ça serait dans le moyen terme. Parce que court terme, c'est 0 à 3 ans. Le moyen, c'est 3 ans à 7 ans. Et 7 ans et plus, c'est le long terme. Fait que c'est sûr que si tu es dans le court terme, je vais te conseiller quelque chose qui est peut-être moins volatile, donc moins de rendement, versus pour ta retraite, parce que la retraite, tu as le temps. C'est la différence. Fait qu'il y a l'horizon de placement. Ça, c'est la première chose que j'éclaircis tout le temps avec les gens.
qui est relié au deuxième mot, qui est la notion du risque. Hein? Tu vas tout perdre. On l'entend-tu, ça, quand on va souvent dans les banques ou ailleurs? Tout perdre. Le risque est relié au rendement. Si tu veux de bons rendements, il faut qu'il y ait le risque. Parce que le risque, c'est le up and down. C'est les hauts, c'est les bas. Parce que tu vas faire ton argent là. Si c'est juste une flat line, ça va être du 2, du 3 %, ce qui est correct peut-être pour un fonds d'urgence, qui est court terme, mais tu prendras pas ta retraite à du 3 %. Ben, tu vas la prendre, mais ça va être long. Tu mets le point sur quelque chose. Je fais une petite parenthèse. Là, j'avais déjà quelqu'un qui m'avait écrit, je suis allée parler à ma conseillère, puis là, elle me conseille quelque chose, mettons, qui me rapporte du 2-3 %, mais moi, là, je veux vraiment quelque chose à du 15 %. Là, j'étais là. J'ai qui frise quand j'entends ça. Là, j'ai fait comme, écoute, rappelle ta conseillère, là. Je vais juste te dire ce que moi, ça me sonne comme cloche, mais regarde, c'est pas des conseils, mais comme. J'ai dit, si elle t'a donné là, du 2, 3, 4 % là, c'est parce qu'elle a établi ton profil de risque. Tu sais, fait que t'as le profil, prudente, équilibré, puis risqué. Ouais. Jamais de la vie qu'un conseiller, si t'as tout dit, moi, je veux pas perdre de l'argent, moi, je veux que ça reste stable, elle pourra jamais te mettre un placement dans du 15 % risqué full pin. Tu peux carrément perdre ta licence si tu fais ça, right? Oui. Mais c'est aussi ce que j'ai remarqué. J'ai l'impression de parler contre les banques, c'est vraiment pas ça. Non, c'est pas ça le but, là. Mais moi, j'en ai déjà rencontré que si tu fais... Les questionnaires sont faits pour que les gens tombent dans le équilibré. Ouais. Les questions sont formulées pour qu'on tombe toutes là ou presque. C'est fait pour ça. J'avais une de mes clientes que la première fois que je l'ai rencontrée, puis j'ai regardé son relevé de placement, puis j'ai dit, si je te regarde pas, je te vois pas, je te connais pas, je regarde ton placement, t'as 50 ans. Elle en avait 35. Selon la notion selon de risque. La division de actions, obligations, puis tout, j'ai comme, à voir ça, je dis, t'as 50-55. Mais tu vois, tu mets le doigt sur une affaire qui me tape sur les nerfs, moi aussi. Puis comme tu dis, le but, c'est pas de discréditer les banques ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment du bon dans tout, mais quand là, la personne, elle vient te voir pour que tu places son argent, là, quand tu établis son profil avec elle, parce que tu vas être catégorisé selon ce que tu réponds comme question, hein, sache-le. Fait que si tu réponds, moi, je veux être prudente, puis je veux pas perdre d'argent, puis... Mais tu sais, si tu me dis, « Hey, Myriam, toi, dans la vie, tu veux-tu perdre de l'argent? » Personne veut perdre son argent. Mais je vais te répondre non, mais c'est parce que je comprends pas à quoi je renonce. Est-ce que tu l'expliques? Tu sais, toi, c'est quoi les différences dans les profils, puis qu'est-ce que ça va engager pour la suite, pour la personne? La différence des profils est vraiment reliée à l'horizon de placement, qui est la notion du risque, qui vient avec mon prochain point, c'est ce qui me fait tomber en amour avec les finances, parce que ce que je comprenais pas, la règle que je comprenais pas qui était pas montrée à l'école, la règle de 72. Vous tapez ça sur Internet, puis vous allez trouver plein de sites qui l'expliquent, mais la règle de 72, c'est que tu prends 72 et tu le divises par ton taux de rendement, et ça va te donner le nombre d'années que ça prend avant que ton argent double. Donc, si tu l'as de placer à du 3 %, ça va doubler aux 24 ans. Si tu le places à 6 %, ça va doubler aux 12 ans. Et si tu le places à du 12 %, je suis pas en train de garantir du 12 % nécessairement, mais ça double aux 6 ans. Mais la différence entre le 3 % et le 12 au bout de 48 ans, c'est 40 000. Je vais juste... Ouais, sors tes notes, là. J'ai un petit blanc juste pour ça. Ouais, c'est ça. C'est le 3 %, c'est vraiment, ça donne 40 000 au bout de 48 ans. Et le 12 %, ça va donner 2 560 000. Attends, montre les dons ton petit tableau, parce que peut-être je peux pouvoir... Mais là, je sais pas à quel point je vais être bien dans le lien avec la caméra. Je vais peut-être pouvoir zoomer dessus, là. Fait que tu dis que... Sinon, je te l'enverrai, puis tu pourras l'ajouter, là, mais... Fait que 3 %, ouais. Il y a une différence de comme 1,4 million. Non, 2. 2 millions de différence. 2 500 000 à peu près. Fait que quand vous allez voir... J'ai vraiment l'impression d'être contre les banques. Non! C'est juste... C'est un sujet facile à juste... général. Oui. Mais quand tu vas dans une banque puis qu'ils te garantissent du 3 %, c'est facile de garantir du 3 %. Est-ce que vous pensez qu'ils mettent ça dans un petit tiroir puis qu'ils le laissent là pendant 48 ans? Non, eux autres vont l'investir à bourse. Mm-hmm. Fait que c'est facile de dire, tiens, là, 40 000, moi, je m'en garde 2 500 000.
Fait que là, quand je m'en viens me voir, là, puis je te dis je veux pas perdre d'argent, tu me montres ça là, pour me montrer qu'elle m'a offert 2 millions? On le montre à tout le monde. c'est une des affaires. Moi, ça, c'est la règle. Là, c'est que mon cheval de bataille, il faut que tout le monde connaisse cette règle-là. La première fois qu'on me le montrait du temps, mon cerveau, là, c'était comme s'il venait d'exploser. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je la connaissais même pas, cette règle-là. Je trouve ça intéressant. C'est à 18 ans dans le temps. Parce que moi, ma mère, des parents, ils t'informent au mieux de leur connaissance. Moi, mes parents n'avaient pas ça. Ils n'étaient pas irresponsables, mais ma mère m'avait montré comment économiser. Mais il y a une différence entre économiser et investir. Mon Dieu, oui. Oui, c'est ça, mais elle ne l'avait pas, parce que ma mère était prof, hein, régop. C'est ça, elle n'a pas géré son argent. Elle gère pas nécessairement aujourd'hui non plus, puis elle n'écoutera pas le podcast, fait que je peux dire ça. Mais, en tout cas, une chance qu'elle avait son fonds de pension, c'est ça que je veux dire. Mais moi, j'avais placé, je pense, dans le temps, j'avais déjà un 10 000 à 16 ans. Moi, j'étais du genre à travailler, puis tu piles, parce que ma mère était comme pile. J'ai pilé. Puis je pense que j'avais même pas 3 %. Puis je connaissais pas la règle. Puis quand on m'a montré la règle de 72, j'étais vraiment fâchée parce que mon placement était gelé. Puis je pense qu'il restait 2 ans. J'étais fâchée. Mais c'est parce que, comme tu dis... J'étais encore fâchée. Là, t'es encore fâchée, hein? mais c'est ça, c'est que, comme tu viens de le dire, ça prend un minimum de connaissances. Parce que probablement que ta maman, qui était peut-être plus insécure, puis elle voulait bien faire, elle était comme, non, moi, je veux que ma fille, je veux pas qu'elle perde, puis je veux pas... Fait que le conseiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans un fonds prudent ou il l'a mis dans des placements... Je peux aller toute seule, mais elle n'avait juste pas la connaissance pour me dire, hey, t'as ça comme option. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Elle a fait du mieux avec les outils qu'elle avait. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Ben, j'espère qu'on va pouvoir outiller beaucoup de mamans aujourd'hui. J'espère pour vrai partager cet épisode-là à toutes les mamans que vous connaissez, jeunes filles que vous connaissez, pour que, tu sais, ta petite voisine, ta petite cousine, juste pour que le monde, il sache, tu sais, faut que tu saches à quoi tu renonces quand t'es dans le prudent, quand t'es dans les CPG, quand t'es dans les... certificat de placement garanti, certificat de pauvreté garanti. Oui, on la sort, ça, là, nous autres aussi. C'est vraiment, c'est quelque chose que, je sais pas où je m'en allais, j'avais une phrase, puis là, t'as dit quoi, puis ma phrase est partie. Ah, CPG, de savoir à quoi tu renonces. Oui, c'est que les gens ne voient pas ça, parce que c'est la magie des intérêts composés. C'est la règle de 72, ça illustre très bien ça, puis c'est, les gens réalisent pas ce qu'ils perdent parce que c'est pas visible. Parce que ce qui est payant dans la règle de 72, c'est pas le premier 25 $ que tu mets. C'est les derniers doublons à la fin avant de prendre ta retraite. Puis ça, c'est quelque chose que le monde voit pas. Puis le monde, j'avais plein d'amis qui disaient « Ah, tu pourrais rapper puis t'acheter une maison. » Puis j'étais comme « Non, mais tu comprends pas. Si je rappe, j'hypothèque ma retraite. » Puis ils comprennent pas. Mais moi, tout ce que je vois, c'est le dernier doublon de la règle 72. C'est inconcevable. J'irais pas hypothéquer ma retraite pour une... En tout cas, c'est... Mais les gens ne le voient pas. C'est pas tangible. Ben, honnêtement, en tout cas, j'ose le dire, là, partez pas les commentaires en furie, mais je te trouve bonne, honnêtement. Puis ce qui se passe, là, souvent, puis c'est le cas aussi pour beaucoup de domaines, c'est que, tu sais, mettons, la personne, elle arrive en cabinet comptable, puis bon, ben, assis-toi, tu fais ça, puis c'est ça tes tâches. Ben, la personne, elle s'exécute. C'est la même chose pour les conseillers. Tu sais, il y en a beaucoup que, ben, tu t'assois, t'exécutes, c'est ça que t'as à vendre, puis... Comme ils se posent pas de questions plus loin que ça, ils comprennent pas le marché au complet, ils vont pas aller lire. C'est une job, là, finalement. C'est du 9 à 5. Mais je trouve que tu pousses la note un plus loin. T'es une bonne conseillère, je trouve, honnêtement. Là, tu vas plus loin que la moyenne, je trouve. Puis c'est tout à ton honneur parce que ça peut faire une énorme différence. Ça peut faire 2 millions de différence dans le portefeuille du monde, là, Colin. Mais ça, c'est si tu mets juste 10 000 quand tu nais. Ah ouais, ben mais quand plus tôt que tu commences. Plus tôt tu commences, le mieux. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, si le parent est outillé, puis là, il passe ça à son enfant, puis là, son enfant, ben c'est comme ça qu'on bâtit des patrimoines. C'est pour ça que les riches s'enrichissent. Parce que ça, ils ont déjà ce bagage éducatif-là. Ils comprennent la game. Il faut juste qu'on montre ça à tout le monde pour que tout le monde comprenne la game. Fait que là, mettons, la différence que toi, tu peux faire, là, tu sais, t'as embarqué dans ta notion de la règle de 72. Après ça, ben, t'expliques les profils. Tu fais pas juste remplir un questionnaire prudent, équilibré. Comme tu vas expliquer à la personne c'est quoi que ça comprend, puis tout ça. Puis ce serait quoi d'autre, mettons, 2-3 petites astuces là, que tu pourrais nous donner? Ben, une facile, qu'on peut donner même quand on n'a pas de permis. C'est d'appeler, si vous avez des cartes de crédit qui roulent à 20 % et plus, ou même un petit peu en bas, c'est d'appeler au service à la clientèle et de demander un taux préférentiel. Des fois, ils vont dire oui, des fois, ils vont dire non.
Si tu le demandes pas, tu le sauras jamais. Moi, j'ai déjà une cliente qui est passée de 28 à 15 %. Ouais, moi, ça ne règle pas le problème, mais ça limite les dégâts. Ça peut donner un lousse, des fois, qui est assez pour se débarrasser de la carte. Fait que ça, c'est un petit truc. Aussi, ça, c'en est un, mais si vous avez des cartes, il y en a des fois, ils veulent pas payer le 50 $ de frais par année parce que je sais pas. Mais des fois, le 50 $ de frais, si tu tombes à du zéro à un taux vraiment, vraiment intéressant, tu vas l'économiser, ton 50 $ de frais annuels. Là. C'est pas grave. Là. Si tu sauves 1000 $ dans ton année, ton 50 $, déjà là, tu l'as rentabilisé. Ça, c'est quelque chose à considérer aussi. Des fois, de partir d'une place à l'autre et de transférer ses dettes, tu as un 6 mois pas d'intérêt des fois. Mais 6 mois pas d'intérêt, moi, je le prendrais. T'avais-tu une petite astuce? Il me semble que tu m'avais parlé d'une affaire là, de prêt hypothécaire, En fait, ça, c'est un produit qui est souvent vendu quand vous achetez une maison dans les banques, l'assurance hypothécaire. Ça, c'est un produit qui est déconseillé par toutes les sources neutres que vous ne pouvez pas trouver. C'est mieux d'avoir une assurance vie temporaire du montant de votre hypothèque qui va vous suivre. Parce que l'assurance hypothécaire, vous la prenez avec la banque où votre hypothèque est. Mais qui reste avec la même banque pendant 30 ans, le temps de payer sa maison? D'habitude, on switch, on va avec les taux. Ça veut dire que quand vous allez switcher, votre assurance hypothécaire ne suit pas. Vous allez en reprendre un autre, mais là, vous allez être plus vieux. Fait que c'est toujours plus cher à mesure que le temps passe. Et l'assurance hypothécaire, c'est le solde de votre hypothèque. Fait que vous payez tout le temps le même montant, mais le montant que vous allez recevoir diminue parce que vous payez votre maison. Donc, le montant que vous recevez est toujours moindre. Et c'est la banque qui est propriétaire de l'assurance hypothécaire versus vous, votre assurance vie. Fait que ça, c'est un autre petit truc. Très important, parce qu'on se le fait pousser beaucoup quand on va dans les banques, mais c'est cher et c'est pas bon. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que toi, ton conseil, mettons, ça serait de dire les assurances vie temporaire de la durée de ton hypothèque. Si tu mets ton hypothèque sur 30 ans, prends une assurance vie temporaire de 30 ans du montant de ton hypothèque. Souvent, l'assurance vie, il faut plus que juste l'hypothèque, mais si on y va juste avec ce produit-là, oui. Puis tu dis quoi à quelqu'un comme moi qui la refuse tout court? Ça dépend si tu as les liquidités pour la payer. Ouais, je fais peut-être pas partie de la moyenne, là. Tu fais pas partie de la moyenne. Non, ça. OK. Mais une assurance vie, que ça soit pour l'hypothèque ou autre, c'est... L'assurance vie, t'en as pas besoin toute ta vie. Hein? On va démystifier ça. Moi, mon père, ça m'a pris 5 ans, il faudrait comprendre ça parce que on va laisser un héritage. Non, le but d'une assurance vie, c'est vraiment quand t'as des enfants, une hypothèque, des dettes, etc. Mais à la retraite, t'es censé avoir assez d'argent pour prendre ta retraite. Là. Si t'en as pas, il y a un problème. Puis l'assurance vie fera pas la job. Mais pourquoi d'abord on se fait vendre ça? C'est parce que c'est payant pour vous autres? C'est quoi l'affaire? Il y a plusieurs types. En fait, il y en a 2 principales. T'as l'assurance vie temporaire, t'as l'assurance vie permanente. C'est un produit qu'on ne tient pas parce que c'est un produit qui convient à 2 % de la population. Ah, ouais, hein? Ouais, quand tu as maximisé tes REER, tes CELI, tous tes placements, tu peux considérer aller là-dedans. Hey, je suis tellement contente que tu le dises. Genre, parce que là, je peux me servir de ce que tu dis. C'est Geneviève qui le dit, c'est pas moi. En fait, c'est des sources neutres. C'est pas juste moi. C'est pas que c'est pas tout le temps pas bon, mais c'est que c'est très cher et souvent, les gens sont pas assez assurés. Ça se calcule, un besoin d'assurance vie, je tiens quand même à le dire. Oh! Ouais. Y a-t-il un petit outil que tu peux nous donner, calculer c'est quoi que tu veux dire? C'est vraiment, souvent, c'est le montant de tes dettes, le montant de ton hypothèque si t'en as une, le nombre d'années que t'as besoin de ça si t'as des enfants. C'est vraiment quand t'as des dettes, une hypothèque, des enfants. Si t'as pas ça, honnêtement, c'est ta personne qui dépend de toi. Moi, j'en ai pas. Moi, ce qui me fait grincer des dents, là, si je peux ajouter mon petit grain de sel, là, c'est que quand je vois ça, là, prenez une assurance vie, nanana, je suis comme, hey, on m'avait vendu, moi, une assurance vie sur mon prêt étudiant, là, genre, j'avais genre 18 ans, puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Ouais, mais madame, si vous mourrez, mais si je meurs, genre, ma mère va juste refuser la dette, là. Comme, mais c'est parce que c'est de jouer sur les sentiments, c'est comme de jouer sur les peurs. Moi, ça me gosse, de 1. De 2, ça coûte super cher, là, quand tu prends le temps de calculer ça. De 3, tu sais, moi puis mon mari, on a placé notre argent en conséquence, mais tu sais, mon mari, il meurt demain matin, là. J'ai en masse de quoi payer. De 1, m'avoir tout son fonds de pension placé. Voilà. Je vais avoir toutes ces CELI non imposables. Right?
Je vais avoir, bon, c'est REER imposable, mais, tu sais, fait que là, en plus, là, nous autres, en tout cas, j'ai une petite primeur, là, mais notre maison s'enligne pour être payée d'ici la fin de l'année. Fait que, tu sais, je suis comme, pourquoi payer une assurance vie? Comme moi, si je meurs, mon chum est capable de fonctionner, mais pourquoi? Parce que on a fait notre budget, puis que nous, on vit pas au-dessus de 50% de nos salaires. Fait qu'il peut arriver une perte d'emploi, il peut arriver une maladie, il peut arriver whatever. On n'est pas à risque parce que même si nos revenus coupent de moitié, on n'est pas dans la merde, on est capable de faire vivre l'autre, tu comprends? Et moi, quand j'entends parler de ça, là, je suis comme, hey, pour qui c'est payant cette affaire-là, là, puis ça me gosse. Mais regarde, je comprends, là, à un moment donné, il faut que tu fasses tes chiffres. Puis bon, mais, tu sais, comme tu dis, si ça concerne 2% de la population, là. À peu près. Ouais. Fait que bref, vous irez voir Geneviève. Ensuite de ça, j'avais le goût qu'on... Y a-tu d'autres astuces que tu voulais parler ou il y a le prêt REER. Ah, le prêt REER. C'est une autre affaire qui me tape ses nerfs bien raides. Puis je vais juste te dire pourquoi, puis après, je vais te laisser en parler. Parce que ça m'est arrivé souvent, mesdames, écoutez-moi bien, là, j'approche mon micro, là. Quand j'arrive pour faire vos impôts, vous avez pris un prêt REER parce que quelqu'un, quelque part, vous a vendu l'idée que prends un prêt REER, tu vas avoir 30 000 de retour d'impôts, tu vas être riche, tu vas pouvoir voyager. Fait que là, si c'est mal fait, un prêt REER, devine quoi? Tu te ramasses à payer ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à des taux d'intérêt genre de 8%. Puis là, t'es engrenadé là-dedans. Puis là, t'arrives l'année d'après, non seulement il faut que tu rembourses ton prêt REER, mais en plus, il faut que tu payes ton impôt de cette année. Puis là, j'ai au moins là, 5 clientes qui se sont fait pogner là-dedans. Puis j'étais comme... Ça n'a pas été bien fait. Exactement. Mais tu peux-tu nous expliquer? Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, des fucking prêts REER, puis qui savent pas comment bien les faire, puis qui se font pogner. Bien, premièrement, si tu fais un prêt REER, surtout au moins que ton placement de ton prêt REER a un taux intéressant pour, dépendamment du taux d'intérêt de ton prêt REER, il faut que ton taux de placement vaille la peine. Ça, numéro 1. Si tu prends un prêt REER à du 8%, puis que ton placement est à du 3, déjà en partant, je trouve que ça fait pas de sens. Ça fera pas beaucoup de petits. C'est souvent... Je peux pas dire comment ils l'ont utilisé, mais la façon que j'ai de travailler, c'est le prêt REER, souvent, va clairer des dettes. Ben, pas le prêt REER, mais le retour du prêt REER. Et quand tu claires les dettes, le paiement que tu mettais sur tes dettes est plus gros que ton paiement de prêt REER. Fait que t'as un prêt REER, oui, mais souvent, t'économises mensuellement parce que ça te revient moins cher que tes dettes. OK, mais là, je te mets en situation que, premièrement, sachez qu'un REER, c'était pas un crédit remboursable. Quand tu as un retour de REER, là, c'est applicable contre ton impôt que tu as à payer. Fait que, mettons, toi, dans la vie, là, tu fais 50 000 par année, là, OK, puis tu payes, je fais des chiffrons, là, mettons 15 000 d'impôts, mais tu peux pas avoir un retour d'impôt de 35 000. Non. Tu comprends? Fait que c'est là, souvent, les gens, ils me font comme, hein? Ben, elle m'avait pas dit ça. Elle m'avait dit que j'aurais un retour d'impôt de 35 000. Non. Seigneur, change de conseillère. Je sais. Tu vas avoir 15 000 cette année. Puis là, ben, selon l'impôt que tu as payé l'année prochaine, ça va venir s'appliquer. Le reste, ça se pèle sur quelques années. Premièrement. Deuxièmement, toi, là, mettons, t'es la personne, OK? T'as un retour d'impôt de 35 000, là. Hey, là, t'es riche, hein? Là, t'as 35 000 dans ton compte. Tu vas-tu aller mettre ça sur tes dettes? Ben non, tu vas aller te payer un voyage. Ça c'est le bout qu'on n'aime pas de contrôle. Tu vas aller mettre ça sur ton pick-up. Tu vas aller t'acheter des... Tu sais, fait que là, c'est la gaffe numéro 2. Je pense que quand tu prends un prêt REER, quand tu as ton retour d'impôt, premièrement, assure-toi du montant que tu vas recevoir, là, parce qu'il y a une différence entre 35 000 versus 15 000 de retour. Puis deuxièmement, quand tu as ton retour d'impôt, tu sacs ça au complet. Tu vas avec la stratégie de ton conseiller si la stratégie fait du sens. Mais tu le mets au complet sur ta dette et non, je me paye un voyage en Thaïlande, là. Un voyage, c'est un objectif, ça se planifie. Tu payes pas ça avec un prêt REER, c'est non. Pas le retour du prêt REER. C'est pas, non. Toi, il y a moyen de bien le faire? Oui, ben, j'ai pas de contrôle sur le retour d'impôt, qu'est-ce qu'ils en font. T'sais, au bout de la ligne, il faut aussi se responsabiliser. Ton retour d'impôt, essaye de pas partir dans le sud avec, mais là, sur ton prêt REER. Mais quand c'est fait intelligemment, c'est très, très puissant. Moi, j'ai fait 60 000 de prêt REER en moins de 10 ans. J'aurais pas autant dans mes REER si ça serait pas de ça. Puis c'est une habitude que j'ai pris parce que quand j'étais à l'université, j'avais pas beaucoup de prêts étudiants, mais j'avais, mettons, 150 $ par mois de prêts étudiants que j'ai éclairés. Mais
Mais quand on parle aussi de s'éduquer, moi, je connaissais, j'avais déjà l'information à ce moment-là. J'ai appelé la fille, puis j'ai fini l'université, puis je commençais déjà à rembourser. La fille, je pense qu'elle savait pas comment me gérer. Elle était comme, voyons, le monde attend le maximum de temps. Puis j'ai dit, tu vas me calculer combien c'est aux semaines, aux 2 semaines, aux mois, combien ça me coûte pour prendre le plus avantageux en termes de délai. Puis je sentais sa voix aussi qu'elle se faisait pas souvent poser cette question-là. Mais une fois que j'ai fini de rembourser mes prêts étudiants, c'était déjà dans mon budget. On parlait de budget tantôt. Mais comme j'étais habituée de payer 150, je me suis pris un prêt REER qui me coûtait 150 par mois. Mais que tu as pris au bon taux d'intérêt. Oui, tout à fait. Puis je l'ai placé aussi à 10-12 %. Mais j'en avais pas besoin, puis j'ai pas pris pour clairer des dettes parce que j'en avais pas. Mais j'ai mis ça comme fonds d'urgence, mon retour d'impôt. Ou on peut mettre ça sur le prêt REER pour le clairer plus vite. Mais il faut faire ça intelligemment. C'est un merveilleux outil quand c'est bien utilisé. Ouais. Puis quand c'est mal utilisé, le watch out. Ça peut faire mal. Exactement. Merci d'avoir éclairci ça parce que déjà là, ça va aider une couple de mes clientes. T'sais, moi, j'en ai pris un de 20 000 dernièrement, puis je l'ai mis sur 2 ans pour maximiser mon retour d'impôt aussi. Mais mon 20 000 est investi tout de suite. Fait que c'est là aussi que il y en a qui disent oui, mais je pourrais investir mensuellement. Ce que tu mettrais mensuellement, prends-toi un prêt REER qui te reviendrait à ça par mois. Parce que si tu mets 10 000 tout de suite versus 100 $ par mois, ça fait des petits pas mal moins rapidement. L'effet boule de neige. Pour enchaîner, j'aurais le goût de te lancer des petits mythes sur l'investissement puis avoir ton feedback, OK? Bon, premier mythe. Les femmes, c'est pas des bonnes investisseuses. Normalement, quand tu donnes les bonnes connaissances aux femmes avec les bons outils, ça fait des petits miracles. ça, j'y crois pas. On manque de confiance en soi et on n'a pas les outils et la connaissance. Mais donne ça à une femme, là, puis elle va aller loin. Ouais. Puis il y a pas quelque chose aussi... tu sais, mettons, là, c'est très stéréotypé, là, mais tu sais, genre, l'homme, il va prendre plus de risques, fait que souvent, il va prendre des mauvaises décisions, tandis que la femme veut pas, en étant plus stable, plus prudente, plus endurante, va comme... il y avait de quoi que j'avais lu là-dessus, là, je vais essayer de le retrouver l'article, mais tu sais, une tendance que comme la femme va plus laisser son placement fructifier, tandis que l'homme va tellement essayer d'avoir des strikes que finalement... C'est la façon de penser qui diffère chez les hommes et les femmes. Oui, on voit un peu ce comportement-là, mais les femmes, on est habitués de prendre soin, de jouer la longue game, c'est un peu comme ça aussi dans les investissements. Fait que les femmes, c'est des bonnes investisseuses. Ensuite de ça, je me fais beaucoup dire, encore là, beaucoup par les femmes, investir, c'est trop risqué pour moi. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Référence à la notion du risque de tantôt. C'est regarde ton horizon de placement, puis vas-y avec ça. C'est sûr que si tu veux une maison dans les 3 prochaines années, va pas mettre ça à du 12 %. Les up and down vont te stresser, tu dormiras plus la nuit, puis tu peux retirer au mauvais moment quand c'est dans le bas. Mais c'est pas risqué. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'on dirait, tu sais, c'est comme si je te dis, l'immobilier, c'est risqué. Pas si tu choisis bien ton spot, pas si t'as une bonne bâtisse que t'as fait inspecter, pas si... C'est sûr, si tu vas t'acheter une vieille picouille pis tu sais pas dans quoi t'investis pis t'es zéro manuel, c'est très risqué, mais je trouve qu'il y a de quoi comme ça en bourse qui est mal compris parce que c'est moins tangible, mais une fois que tu décortiques la notion de risque, tu te rends compte que, dans le fond, c'est comme un risque calculé, finalement. Oui, c'est un risque calculé. Puis là, je me fais tout le temps dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive si c'est l'apocalype? J'ai la réponse à ça. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un zombie? S'il y a un apocalypse, je te confirme que tes investissements, c'est le dernier de tes soucis. Il va y avoir des choses pas mal plus importantes que ça dans la vie. Et la société va crasher, tu seras pas tout seul. Exactement. Prochain petit mythe, justement, pour faire le pont, l'immobilier, c'est le seul bon investissement. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Ton placement t'appelle pas la nuit pour changer une toilette. ça sera tout. Parlant de ça, on est en train de vendre notre dernier duplex. Oh! Parce que, écoute, on a des super bons locataires, là, on n'a pas eu de trouble, puis j'ai pas eu non plus de bâtisse à 48 logements, là, tu sais. Mais... Là, c'est le printemps qui arrive. Là, faut aller vider les gouttières. Après ça, le lavabo, il coule. Là, ça donne tout le temps, là, OK, les propriétaires de duplex, triplex et plus, là, vous nous direz dans les commentaires si c'est vrai, là, mais c'est que toujours quand t'es à l'aéroport ou en vacances, sur le bord de décoller, là, mon lavabo, il coule. Là, t'es comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à l'aéroport, là, tu sais. Puis là, en tout cas, ça pogne toujours au mauvais moment. Puis là, on dirait que la quarantaine arrive, puis ça me tente plus de gosser ça.
Fait que, ouais, les placements... Ouais. Ben, c'est un bon placement. Là. Je veux dire, l'immobilier parle de lui-même, mais ce n'est pas le seul bon placement que tu peux faire. Je pense... Attends, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je crois que c'est justement... C'est-tu Nicolas Bérubé qui a écrit ça dans sa dernière chronique, comme quoi que l'immobilier, c'est l'investissement des pauvres? Je l'ai pas lu, ça le bon pas. Je vais aller lire ça, je trouve ça. Ben, c'est un peu ça, parce que nous, mettons, on avait commencé en immobilier parce qu'on connaissait pas rien d'autre. Ouais. Tu sais, c'est comme une valeur safe. C'est tangible. C'est tangible, ouais. Fait que c'est pas un mauvais investissement, mais il y en a des meilleurs. C'est comme ceux qui... Parce qu'on l'entend souvent. Oui, mais à ma retraite, si ma maison est payée, tu payeras pas ton épicerie avec une brique de ta maison. Là. Va falloir que tu aies autre chose. Puis si tu vends ta maison, il faut que tu te reloges ailleurs. Ben, c'est parce que je pense aussi il y a plus que ça. Dans la mentalité de nos parents, puis de, mettons, nos grands-parents, ben souvent, leur retraite, c'était leur maison. Genre, même encore aujourd'hui, mon conjoint, il est gestionnaire de patrimoine, puis le 3/4 des gens qui prennent leur retraite, ben ils vendent leur maison, puis voilà leur retraite, là. Oui, parce que c'est un véhicule d'épargne forcé. Parce que t'as pas le choix de payer ton hypothèque, sinon tu te fais saisir ta maison. Fait que c'est pas mauvais en soi pour ça, mais... responsabilisez-vous un peu. Il y a tellement des façons de t'investir. Tu peux aller chercher tellement des beaux revenus plus que ta maison pour avoir une belle retraite. C'est ça, parce que, tu sais, comme ton exemple tantôt de ton tableau là, que je vais mettre en référence, ou en tout cas que je vais montrer, là, mais... OK, là, mettons, t'es la personne, OK, que t'as acheté ta maison à 125 000, là, 35 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, elle vaut pas 2 millions, ta maison, là. Elle vaut peut-être 500 000. Fait que, tu sais, oui, t'as fait de l'argent, mais t'aurais pu faire 2 millions en bourse. Ça, puis ce que les gens ont tendance à oublier avec l'immobilier, tu sais, juste prendre, mettons, ta propre maison, si t'as revends 3 fois le prix, 15 ans plus tard, fine, mais entre-temps, t'as eu quoi? Tous les frais d'entretien, t'as eu les taxes scolaires, les taxes municipales, le toit a changé, les fenêtres a changé. Si vous mettez toutes les factures d'entretien, de taxes, de ci, de ça, là, c'est pas mal moins impressionnant. En effet. C'est pour ça que moi, j'ai un locataire en haut de mon garage parce qu'il paye les frais fixes. Fait que, regarde, on s'en sauve un peu comme ça, parce que oui, sinon, c'est une dépense. C'est des dépenses qui... Ça fait. Ouais. Prochain mythe, je suis trop vieille ou trop jeune pour commencer à investir. Ouais, ça aussi, on l'entend souvent. Il est jamais trop jeune pour commencer, ça, hein? On va s'entendre là-dessus. Trop vieille, c'est sûr qu'on se le cachera pas. L'allié numéro 1 de l'investissement, c'est le temps. Fait que c'est sûr que si t'es à 10 ans de ta retraite versus 30 ans, va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Il va y avoir des choix à faire très, très importants, mais il y a moyen d'avoir quelque chose quand même. Tu n'auras peut-être pas le montant qu'il faudrait pour ta retraite pour avoir une retraite dorée, mais si c'est un 10 ans, c'est au moins un cycle long terme, si on peut dire ça comme ça. Tu as le temps de faire doubler ton argent du 10 12 6 ans. Tu as le temps de faire quelque chose avec. Donc, l'important, c'est de commencer, peu importe l'âge. Il n'est jamais trop jeune pour changer de carrière, qu'on dit. Il n'est jamais trop vieille pour changer de carrière, mais c'est la même chose pour l'investissement. Commence. Puis, tu sais, trop jeune, là, je veux dire, le REEE, qui est le régime épargne-études, là, ben, je veux dire, il y a moyen de leverage nos enfants, hein, plus. Moi, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, puis ça fait partie de mes grosses valeurs. C'est pas quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir, mais je veux le donner à mon enfant, tu sais. Fait que moi puis mon conjoint, première place où est-ce qu'on place notre argent, c'est dans le régime épargne-études de notre garçon. Mon garçon, il a 6 ans, puis dans son régime épargne-études, en ce moment, il y a une bonne 15aine de mille déjà. Puis si jamais il va pas à l'école, il y a des choses qu'on peut faire. Fait que vous irez voir Geneviève. OK, dernier... c'est-tu le dernier? J'en ai un ou deux encore. OK, non, c'est mon dernier. Il faut être riche pour commencer à investir. Ben, j'ai dit tantôt que si t'as 25$ par mois, tu peux commencer. Voilà. Tu peux pas devenir... Si t'es riche, c'est facile de faire de l'argent, mais tu peux pas devenir riche en faisant rien. Fait que si tu commences jamais, tu deviendras jamais riche. Ça, c'est mathématique. C'est aussi simple que ça. Ben, vraiment. Je seconde. J'ai rien de plus à ajouter. Tu sais, honnêtement, j'arrête pas de le dire. C'est parce que souvent, les gens, on dirait, il y a comme une dissonance parce que sur les réseaux sociaux, puis les Luc Poirier de ce monde, puis les vies de rêve sur Crave, c'est qu'on pense que faut être multimillionnaire. Là, enfin, les gens font pas la différence entre un millionnaire qui a l'air de rien, genre en yoga pants, versus des multimillionnaires. Tu sais, quand on parle de multimillions, c'est un autre game, là, OK? Tassez ça de votre tête. Mais quand on parle du million, 2 millions, genre, c'est accessible. Tu
C'est ça qui arrive, c'est que les gens, ils oublient à quel point que c'est accessible à coût de petits montants automatisés. Puis là, tu optimises une affaire. Puis là, comme tu dis, mettons, tu vas voir Geneviève. Là, tu optimises ton assurance prêt hypothécaire. Après ça, tu optimises telle affaire. Là, tu optimises ton REE. Puis là, tu optimises tout. Puis là, tu laisses travailler ça pendant 30 ans. C'est hot. C'est dans le très hot, là. Un livre que j'avais trouvé très intéressant, je sais plus si c'était Nicolas Bérubé, je sais plus qui l'a écrit, mais les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Vraiment. Ça peut être ton voisin qui se promène avec des jeans troués puis qui a l'air sur le BS quasiment. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être un professeur qui fait 50 000 par année, qui a le petit train de vie que tu penserais jamais, il meurt 2 millions. Ouais, c'est ça. C'est comme ça sort d'où? Puis c'est souvent, c'est ça, je l'avais dit dans la saison 1, épisode 1, tu sais, celui dont il faut quasiment que tu te méfies, là, c'est celui qui a l'air riche, là. Tu sais, qui a le beau char, le beau suit, les voyages, c'est souvent lui, là, qui est endetté. Ça, c'est le genre de monde là, que s'ils veulent te prouver qu'ils sont vraiment riches, tu dis, sors-moi tes relevés de placement. C'est ça. Montre-moi ta valeur nette. Montre-moi ta valeur nette. Parce que, je veux dire, tu peux pas avoir la grosse maison. Des fois, je m'amuse à dire, des fois, quand t'as des grosses cabanes à 1 million ou quoi que ce soit, tu passes devant, tu regardes par la fenêtre, il n'y a pas de meubles en dedans. Fait que dans le fond, puis tu veux-tu vraiment une grosse maison que t'es pas capable de te payer puis tu vas rester toute ta vie entre tes 4 murs? Méchante vie. Non, ça, c'est ceux qui sont tapes à l'œil. Montre-moi tes relevés de placement. Ouais. C'est la première affaire. Bien curieuse. Fait que je pense que le million et plus est très possible dans notre échelle. Là. Dans la classe moyenne, c'est accessible. Mais... Ben, en fait, pour ceux qui veulent prendre leur retraite, dans le temps de mes parents, c'était 500 000 qu'ils avaient besoin pour prendre une retraite qui avait de l'allure, puis mes parents sont quand même vieux. En ce moment, pour les millennials, on parle d'1,5 million. Puis quand tu parles d'1,5 million, tu seras pas riche à retraite, mais tu vas être correct. Tu vas pouvoir avoir quelque chose qui a de l'allure. Puis les gens sont comme, ouais, non, mais c'est ça, parce que c'est en argent dans 15, 20, 30 ans. T'as l'inflation là-dedans qu'il faut prendre en considération. On est rendu là, 1 million, 1,5. Si tu veux une retraite correcte. Les gens, des fois, sont... Prochaine génération, ça va être 2. Ça va pas en descendant. Tout ça pour dire qu'avec les bons outils, les bonnes connaissances, en étant bien entouré, c'est possible, dans le très possible. Souvent, les gens pensent que c'est pas possible, mais... Ça fait. Fait que moi, j'aime ça, amener des expertes qui viennent dire non, garde. Ça se fait avec des stratégies, de la discipline. Hein? Toi, tu parlais des choix que tu n'avais pas pris de café pendant 3-5 ans, que tu disais pour arriver à ça. Ben, des fois, il va falloir que si tu as ton Starbucks à tous les jours, ben, il va peut-être te faire une journée sur 2 pour te payer le Starbucks à retraite. Exactement. Fait que, regarde. Sur ce, moi j'ai ma bouteille d'eau. Sur ce, regarde, j'en ai un café, puis j'ai aucun scrupule à me payer autant de café que je veux. Rendu là, ça fait plus de différence, tu sais. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut t'écrire, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, ben j'imagine que tu vas pouvoir mettre mon courriel dans la description de l'émission. Donc, j'attends. Je sais pas quoi dire. Je vais attendre tous vos messages. Oui, ben pas vrai, là, je pense que tu peux vraiment faire une belle différence. Tout le monde dit ça, là, moi je travaille fort, mais on travaille tout fort, la gang, puis comme, c'est juste d'optimiser ce qu'on a pour être capable de vivre une vie de rêve, tu sais, d'être capable de réaliser ce que tu veux dans la vie, tu sais. Tu peux travailler fort, mais tu peux travailler intelligemment aussi. Ah, ça, j'aime ça. On est-tu obligé de travailler fort? Ah non, moi je veux plus travailler fort. Moi, je veux pas travailler fort. Je veux travailler, tu sais, faire la bonne chose, tu sais, bien travailler, mais je veux pas travailler du 80 heures semaine pour arriver cassé à la retraite non plus. Puis c'est pas normal que les gens arrivent cassés à la retraite. Ça, c'est notre cheval de bataille. un autre affaire. Ben, c'est ça. Fait qu'on vous souhaite pas ça, puis on veut vous dire que peu importe l'âge, c'est possible. Peu importe si vous voulez aller avec une conseillère en sécurité financière, si vous voulez aller en autogestion, c'est possible. Puis il y a des solutions à tout, pour tous les profils. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci. De t'être prêté au jeu. Merci. C'était vraiment le fun. Ouais, regarde, embarquer dans piscine à Jello avec moi, puis de faire un petit... Je reviendrai anytime. Un petit fête amicale, là, tu sais, de juste comme exposer ce qu'il y en est, parce que au final, ben, on travaille pour la même cause. Fait que cheers to that!
Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.